Donc pour l'histoire de l'exercice de prépa-bac, donc vous avez vu que c'était rendu obligatoire finalement. Mais j'ai pu négocier avec la hiérarchie hier. Et en fait finalement j'ai compris pourquoi ils ont voulu la rendre obligatoire. Donc je suis moins piquant que j'ai pu l'être hier matin où j'étais un peu énervé. Oui, en fait l'idée c'est que évidemment vous comprenez que si arrivé au mois de juin il y a des élèves qui ne réussissent pas à l'épreuve de philosophie, parfois, vous pouvez avoir des gens qui sont de mauvaise foi et qui se retournent vers le lycée pour dire voilà que vous n'aviez qu'à rendre obligatoire l'épreuve de prépa-bac. C'est-à-dire que vous avez des gens qui disent bon, on n'y va pas, puis finalement, si on n'y est pas allé, c'est de votre faute. Bon, ça arrive très souvent dans l'existence et vous verrez. Des gens qui n'assument pas leurs responsabilités, c'est très très courant. Et donc, ils ont préféré, pour se prémunir de ce genre d'éventuels, même si on n'a pas dit que ça allait arriver, mais bon, d'éventuels problèmes, de le rendre obligatoire. Bon. Alors, finalement, ce que j'ai réussi à obtenir, c'était le fait que la note ne compterait qu'à la condition qu'elle augmenterait votre moyenne. Comme ça, vous y allez sans risque. Ce qui est bien, c'est que vous avez la dimension masque, vous avez la dimension formatrice de l'exercice. Donc, vous y allez pour vous former. Vous réussissez, c'est bien, vous avez des points en plus. Vous réussissez pas, c'est aussi bien, vous n'avez pas de points en moins. Voilà. Donc ça, c'est bien, c'est simple. C'est simple. Voilà. Pour le plan détaillé, je mettrai le corrigé ce week-end sur Pronote. Vous verrez bien que important pour le plan que les arguments, enfin les idées fondamentales, les arguments fondamentaux apparaissent avec les références bibliographiques à chaque fois, de sorte à ce que vous puissiez à chaque fois que vous écrivez votre partie rattacher ce que vous allez écrire à la pensée d'un auteur si possible, à un argument précis. Voilà. Vous verrez. Ce que j'ai fait n'est pas toujours meilleur que ce qu'ont fait d'ailleurs certains élèves, mais je pense que c'est plus complet au niveau de l'argumentation, c'est plus précis. Voilà. Et c'est ce qu'on vous demande. Pour l'exercice de prépa bac, vous aurez donc 3 sujets au choix, c'est un bac blanc, hein, donc vous aurez 3 sujets au choix, de disserter un texte, vous en choisissez un. Ça ne vous aura pas échappé, nous avons traité 3 notions. Par conséquent, il y aura un sujet, enfin 3 notions. En réalité, on a fait un peu plus que 3 notions, mais on a fait 3. Vous avez eu 3 grands axes, un axe sur la liberté, un axe sur la politique, un axe sur l'épistémologie. Et donc vous aurez un sujet sur la liberté, un sujet sur la politique, un sujet sur l'épistémologie. Pas de surprise. Bon, je vous dis pas qu'est-ce qui est dissert et qu'est-ce qui est texte non plus. Je crois qu'il y a des collègues qui ont voulu donner des sujets qui correspondaient potentiellement, possiblement à des notions qui n'avaient pas été traitées au programme. Voilà, c'est une manière de faire. Voilà. Là, ce qu'on va faire. Est-ce que vous avez fait la méthodologie de l'explication de texte avec Monsieur Mougeot? Oui, est-ce que vous avez un document que vous avez soit écrit, soit qui vous a envoyé, ou soit qui vous a dicté, ou que vous avez noté, qui correspond? Je vous le demande juste pour être sûr que vous l'avez. Vous l'avez. Très bien, parfait. Bon. C'est une bonne chose. Alors, Monsieur Mougeot devrait revenir à la rentrée là de février. Alors, il revient, ce que je vous dis est parfaitement officieux, mais normalement, il revient au moins jusqu'aux vacances, c'est sûr. Et en gros, soit ça va bien et il poursuit, soit ça ne va pas bien et vous allez encore m'avoir sur le dos, probablement, jusqu'à la fin de l'année. Alors évidemment, la bonne nouvelle, si Monsieur Mougeot revient, c'est que vous retrouvez le professeur qui est titulaire du poste. Et donc, voilà, les choses rentrent dans l'ordre, si vous voulez. Mauvaise nouvelle, c'est que vous pourrez dire adieu à votre tournoi de Smash Bros, dont profiteront certainement certains élèves dans un autre lycée si je suis nommé ailleurs, si on n'a pas entre-temps reconfiné, tout ça. De ce fait, je ne sais pas qui corrigera le bac blanc. Théoriquement, non. En pratique, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas corriger en 3 jours, c'est impossible. Je veux dire, c'est matériellement impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée, ça prend énormément de temps. Vous savez, nous les profs, on travaille pas énormément, mais les corrections de bac, croyez-moi, ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est infernal, ça se compte en dizaines d'heures, c'est vraiment très très long. Donc, il est probable, c'est à voir, que ce soit Monsieur Mougeot qui corrige les copies. Je ne sais pas. C'est-à-dire que moi, légalement, si vous voulez, je ne crois pas que j'ai le droit de corriger des copies d'un lycée dans lequel je ne suis pas affecté. Donc à partir de là...
Oui, pour l'instant, mais bientôt, tout ceci ne sera qu'un lointain souvenir. Non, vous avez plus longtemps que Monsieur Boulot. Oui, mais à la fin de l'année, si Monsieur Mougeot revient, ben vous m'aurez oublié. Non. Et si, et si, dans votre cœur. Voilà. Sur ce souviendra de votre blague sur l'éclatiste. C'était quoi? Je sais pas. Non, elle dit que je fais des blagues apparemment sur la Terre plate. Donc, comme elle a un t-shirt de la NASA en plus, légèrement. Peut-être que ouais, elle est complètement séduite par le complot de la NASA. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais la NASA, le truc rouge là, ça ressemble un peu à un T. Et si vous considérez que c'est un T, ça fait l'anagramme de Satan. NASA. Donc la NASA est bien sûr une secte de satanistes pédophiles, sans doute, encore une. Oui, c'est ce que disent les complotistes en général. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire un texte donc, que j'ai distribué à vos camarades. Quand est-ce? Mardi? Lundi? Mercredi? Et ils n'ont pas vraiment réussi à en tirer la quintessence. Alors là, à titre exceptionnel, je vais faire quasiment 2 fois la même chose. Donc je vais vous demander de lire le texte, d'essayer de trouver la thèse du texte, sauf si vous avez déjà écouté la réponse sur YouTube, de dégager la thèse du texte et les arguments pour voir si... Parce que l'autre groupe a été mis vraiment en difficulté par cet exercice-là. Alors que là, j'ai fait avec les TG2, j'ai fait le même. Eux, ils ont vraiment bien réussi, donc ça, c'était encourageant. Et donc, l'idée, quand vous lisez un texte de philo, vous devez vous demander, le texte doit quelque part questionner vos croyances. Donc, soit il doit les conforter, soit il doit les ébranler, mais vos croyances ne doivent pas être insensibles à la lecture du texte de philosophie. Si, quand vous lisez un texte, vos croyances ne sont pas affectées, ça veut dire que vous n'avez pas lu le texte. Voilà. Donc, vous lisez le texte et vous devez être capable de dégager, de dire de quoi ça parle. Bon, ça, ils ont vu de quoi ça parlait pour le coup. Et de dire quelle est la thèse de l'auteur, donc quelle idée il défend par rapport à ce dont il parle. Et enfin, quels arguments il mobilise. Idéalement, après, il faut être capable de saucissonner le texte en 3 parties. Là, c'est assez facile pour ce texte-là, qui est déjà tombé au baccalauréat, d'ailleurs, plusieurs fois d'ailleurs. Je vous le distribue. Il est sur Pronote, vous avez pu en prendre connaissance, bien entendu. C'est Nietzsche. Les platistes, terre plate, encéphalogramme plat, tout est plat chez eux. Je vous remercie pas trop tôt. Au moins que M. Moujou, c'est un joueur aguerri de Smash Bros Ultimate, mais je ne sais pas, il ne m'en a pas parlé, donc j'imagine que ce n'est pas le cas. Et voilà, donc je vous donne. Attendez, je vous donne. Donc je vous laisse aller 15-20 minutes essayer de lire et de dégager la thèse de l'auteur. Lisez bien, lisez activement. Quand vous lisez, vous annotez. Et il faut que le texte, vous vous en imprégniez et que vous compreniez de quoi il parle. Nietzsche, là c'est Nietzsche. Bon, voilà. Nietzsche vous parle. Essayez de comprendre ce qu'il vous dit, ce qu'il a à vous dire. D'ailleurs, c'est trop court. On devrait avoir cours là encore 2-3 heures ensemble. Ce serait tellement bien. Rester au lycée jusqu'à 19-20 heures, vous voyez, comme ça. Comment? Vous avez combien d'heures de cours par semaine? 12? Même pas, parce que vous êtes en demi-groupe, vous avez quoi? 3 heures par semaine? Comment? Avec tout ce que vous séchez, vous avez 3 heures, quoi. 4 heures. 2. On a environ 3. 7 heures? Comment c'est possible? 3 heures de mathématiques ce matin. Mais... Ah, c'était bien les maths. Pourquoi avoir des journées aussi longues? Mais c'est affreux ça, je comprends pas. Moi, quand je fais cours pendant 4 heures d'affilée, même déjà 3e heure je fatigue, 4 heures là je suis épuisé, 5 heures je suis au bout de ma vie. Monsieur...
à notre ministre. Notre ministre. Bon, alors, on y va. De quoi parle le texte, les enfants? N'ayez crainte. Oui, oui, monsieur? Différentes natures des hommes par rapport au travail. Ah oui, alors là, vous êtes encore plus précis. C'est ça, c'est pas faux. Différentes natures des hommes par rapport au travail. Oui, oui. Alors, quelle est la thèse de Nietzsche? Nietzsche, c'est celui qui a écrit le texte. Donc, quelle est la thèse? Qu'est-ce qu'il défend comme idée? N'ayez crainte, allez-y, lâchez-vous. Oui. Désolé. Après, vous avez levé la main en premier. Tant pis. Allez-y. Vous parlerez après. Ne vous inquiétez pas. Il dit que dans le travail, l'argent ne fait pas le bonheur. Oh mon Dieu. Jusqu'à maintenant, Là, je vais m'apprêter à enlever mes lunettes pour me prendre la tête. Mais comme je n'ai pas de lunettes à cause du masque. Oui, monsieur. Il y a deux différentes espèces, entre guillemets. Mhm, Il y a les natures moindres mhm. et les natures rares. Dans les natures moindres, selon Nietzsche, la cause de leur travail est le gain qu'ils procurent, avec sans aucun plaisir. Et les hommes rares, au contraire, ils cherchent à obtenir un gain particulier qui mène à la fois le plaisir et le travail. C'est ça, là vous êtes déjà beaucoup plus près. C'est déjà. Là, oui, c'est plus précis. Oui. La difficulté, voilà. Bon, alors c'est vrai qu'on comprend ce que vous dites, avec l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai qu'il y a de ça dans le texte, il y a de ça, hein, c'est vrai. Mais, oui. C'est grâce à l'ennui aussi qu'ils vont réussir à. Ah oui, à créer. Ça c'est à la fin du texte. Ok, c'est pas mal ça. Oui, mademoiselle, vous levez la main? Non? Vous ne levez pas la main? Si, je levais la main, mais. Vous allez dire la même chose. Vous allez dire quoi? D'accord. Quelqu'un d'autre lever la main? J'ai vu au fond, non? Attendez, j'ai pas fait l'appel, je suis désolé. Oh là 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 là, mais là... On n'en peut plus, là, c'est la fin de la journée, les gens sont lessivés. Je suis pas quelqu'un du matin, mais je suis pas quelqu'un du soir non plus. Hein. Alors, est-ce que Anne-Laure est là? Grâce? Jana? Mathilde? Joséphine? Vincent? William? Amon? Blessings? Chimène? Vidjed? Il est là? Ok. Merwan? Rhys? Cyrine? Nino? Fourcade? On a tout le monde. Très bien. Oui. Oui, je vous écoute. Écoutez la camarade du fond de la classe, oui. Les hommes travaillent sans plaisir par appât du bien. Ouais, c'est ça. Alors que bon... Non, en fait, bon... Ils travaillent tous comme ça sans plaisir? Enfin, la majorité des hommes travaillent. La plupart, oui. Oui, monsieur? En fait, certaines personnes travaillent par obligation pour avoir un salaire à la fin. Alors, c'est pas faux. Mais alors, ça, c'est vrai. En fait, si vous voyez ce que vous dites là, ça pourrait constituer une critique du texte de Nietzsche. Bon, parce qu'en fait, c'est pas dans le texte, quoi. Mais ça pourrait constituer une critique du texte. Oui, monsieur? Les gens qui travaillent seulement pour le gain en n'ayant aucun plaisir sont les personnes qui ne sont pas dévouées à leur travail et ce n'est pas leur but principal. Parce qu'ils voient ça comme quelque chose de secondaire, tandis que les autres, c'est leur but. Ah oui, mais c'est ça, mais c'est un peu ce que disait le camarade à côté de vous. Et d'ailleurs, ça a des conséquences très importantes. Alors, parce que la camarade au premier rang, là, parlait de oui, l'argent ne fait pas le bonheur, parce que non, en fait, dans notre classe, il y a un élève qui m'a demandé est-ce que c'est de ce genre d'idée-là qu'on tire l'idée selon laquelle l'argent ne fait pas le bonheur? Je lui dis non, c'est plutôt une idée chrétienne, ça, mais bon, même si, quelque part, c'est vrai que c'est un peu là-dedans aussi. Oui. Enthoven, il a dit que l'argent fait le bonheur. Ah oui, bon, Enthoven, il dit un tas de choses. Et quoi? Après, peut-être qu'il avait des arguments hein, qu'il arrive à justifier cela. J'imagine qu'on peut argumenter pour défendre que l'argent fait le bonheur. On peut aussi on peut défendre autre chose. Bon, alors, mais restons là-dessus. Ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que il distingue deux catégories d'hommes et vous avez utilisé le mot des hommes qui seraient moindres. Mais alors, quand vous disiez qu'il y a des hommes qui sont moindres que d'autres, qu'est-ce que vous faites comme jugement là? Jugement de valeur. Oh, mais c'est bien. D'ailleurs, si vous lisez le texte, vous voyez qu'à la fin, chasser l'ennui de n'importe quelle façon, cela est vulgaire. Jugement de valeur. Tout comme le travail sans plaisir est vulgaire. Jugement de valeur. Donc les gens qui travaillent sans plaisir sont des gens vulgaires. Voilà. Donc c'est ça l'idée de Nietzsche. Il y a des gens vulgaires d'un côté qui travaillent. Pourquoi ils travaillent les gens vulgaires? Pour le pognon, c'est ça. Et il y a des gens qui sont
respectable, et eux, ils travaillent pour quoi? Pour le bonheur. Pour le plaisir. Alors, c'est pas vraiment le bonheur. Parce que Nietzsche parle ici de joie et de plaisir. Le bonheur, c'est un état permanent d'absence de troubles. Hashtag stoïcisme, hashtag épicurisme. Enfin, toutes ces philosophies malades, d'après Nietzsche. Parce que pour Nietzsche, les épicuriens et les stoïciens sont des gens malades. Ce sont des malades mentaux, en quelque sorte. Ouais, aujourd'hui, Nietzsche dirait qu'ils sont psychiatriques. Voilà, les épicuriens et les stoïciens. Mais l'idée ici, c'est que oui, on travaille pour la joie. La joie, c'est un sentiment comme ça qui passe, mais qui est très intense, contrairement au bonheur qui est complètement raplapla. Et le plaisir aussi, c'est un sentiment court, éphémère, mais qui est aussi intense. Vous voyez, on est qui nous fait nous sentir vivants. Voilà. Parce que le bonheur, pour Nietzsche, si vous lisez la généalogie de la morale, troisième dissertation, vous apprenez que la quête du bonheur par les ascètes épicuriens, c'est limite la quête de la mort. C'est-à-dire que les épicuriens et les stoïciens, je ne sais pas si vous étudiez le manuel d'Épictète, je sais que dans notre classe, il y en a qui le font en HLP, mais ce sont des adorateurs de la mort. C'est-à-dire que c'est des gens qui disent, voilà, les épicuriens, satisfaisons-nous de ce que nous avons. Voilà. Donc si on n'a rien, on est content, quoi. Voilà. Et les stoïciens, c'est voilà, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, donc tout ce qui ne dépend pas de nous, on ne bouge pas, on fait rien. On est esclave, on est content, on se fait taper dessus, on est content, voilà, bon, on se fait tuer, on est content. Voilà, les stoïciens, quoi. Bon, voilà. Alors que là, c'est pas du tout ça. Là, c'est l'idée, c'est vraiment, on est à la recherche de la joie, la recherche du plaisir. La joie, c'est quelque chose que l'on obtient quand justement on réussit à accomplir quelque chose, ça procure de la joie, l'accomplissement. Voilà. Ça, l'homme heureux, il ne connaît pas la joie. L'homme heureux ignore la joie. Parce que l'homme heureux n'accomplit jamais rien. Il est centré sur lui-même, voilà. Et puis il essaie de ne pas être embêté par le monde extérieur. Et le plaisir, c'est ce que l'on ressent, et parfois le déplaisir aussi, quand on accomplit des choses. Donc le plaisir et la joie sont des sentiments qui sont liés à l'action, à la réalisation de choses, à l'accomplissdonc de choses. Donc c'est pas vraiment le bonheur, hein, vous voyez. Nietzsche dirait plutôt l'argent ne procure pas la joie, ne procure pas le plaisir. Même. Bon, alors il fait un jugement de valeur. Alors, restez concentrés. Je sais qu'il vous reste plus qu'une heure de cours, enfin 20 minutes de cours, même pas 15 minutes avec moi, mais essayons d'avancer un peu. Question maintenant, pourquoi ceux qui cherchent de l'argent sont vulgaires et pourquoi ceux qui cherchent autre chose que l'argent ne sont pas vulgaires? Oui, monsieur. Ils sont vulgaires parce que leur travail est moins de finesse, comme il dit. Enfin, alors là, évidemment, par définition, comme il n'y a pas de finesse, oui. c'est de la vulgarité, oui, dans le sens premier du mot, de la grossièreté. Mais oui, monsieur, vous levez la main? Non, oui, vous, oui. Comment? Alors oui, si vous voulez, le fait qu'ils se ressemblent tous, c'est un état de fait, c'est une conséquence de la raison pour laquelle ils sont vulgaires. C'est plutôt dans ce sens-là, oui. Parce qu'ils ne savent pas supporter l'ennui. Alors ça, c'est effectivement mon premier argument. Mais c'est lié à autre chose. Mais c'est vrai que le fait qu'ils ne savent pas supporter l'ennui, c'est l'idée selon laquelle ils sont toujours en train de s'agiter comme ça, là, et ils ne sont pas capables de se poser 5 minutes et de réfléchir, et de se poser des questions, et ils sont toujours complètement tout le temps sollicités, tout le temps excités, tout le temps agités, et incapables de se poser, de réfléchir, de penser. Mais il y a quelque chose de plus profond, mais qu'il est difficile, je pense, c'est difficile pour vous de le voir, je pense. En fait, oui. Et en fait, ils cherchent un moyen de ne pas s'ennuyer. Et du coup, ils travaillent à la place. Et là, ils parlent comme quoi, à la fin, chasser l'ennui, c'est vulgaire. Enfin... Oui, chasser l'ennui de n'importe quelle façon. C'est-à-dire que l'idée, c'est que pour supporter l'ennui, en fait, seuls peuvent supporter l'ennui ceux qui sont les contemplatifs, les philosophes, les artistes, parce que ce sont ceux-là qui destinent leur activité à la production de choses qui nécessitent une grande réflexion, vous voyez. Donc bon, c'est pour ça qu'en fait, c'est ça l'ennui, en fait, c'est le moment de la réflexion. Mais l'idée, c'est, là où je voulais vous amener, c'est pourquoi, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour l'homme commun d'après Nietzsche? L'argent, tu l'as dit. Bon, quelle est la valeur suprême pour ces gens-là? L'argent. Bon. Donc, de ce fait, tout travail, c'est le moyen d'acquérir cette valeur suprême qu'est l'argent. Alors, question, qu'en est-il des autres valeurs que l'argent dans un monde dans lequel la valeur suprême est l'argent? Alors, pourquoi il n'y en aurait pas? Oui, mais qu'est-ce qui fait que comme la valeur suprême c'est l'argent, donc il n'y aura pas d'autre valeur? Pourquoi?
Pourquoi le fait que la valeur suprême soit l'argent ferait que les autres valeurs n'existeraient plus? Comment? Non, c'est logique, c'est juste de la logique. Hein. La valeur suprême, c'est l'argent. Donc la conclusion, c'est il n'y a plus d'autres valeurs, mais il manque une étape du raisonnement. Pourquoi? Pourquoi le fait que oui. Parce que tout le monde veut ça. Et donc qu'est-ce que ça a comme conséquence le fait que tout le monde cherche l'argent? Oui, monsieur. Oui. Au pur du plaisir. Oui, mais là, c'est pas que ça. La question, oui. Mais du coup, tout le monde veut de l'argent et que personne ne se concentre sur le reste. Du coup, c'est oublié. Alors, c'est oublié, oui, mais ça va plus loin. Bon, écoutez, regardez. Si le seul but, c'est l'argent, bon, c'est la fin en soi, c'est l'argent. Donc, tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent. Si tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent, alors, à ce moment-là, le mensonge, la trahison, la manipulation deviennent acceptables. Deviennent même plutôt, sont des choses à promouvoir, à défendre. Oui, monsieur? Donc, comprenez bien que si la fin en soi c'est l'argent, si vous devez poignarder quelqu'un dans le dos pour avoir de l'argent, c'est très bien ce que vous faites. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous êtes un parfait lâche, une parfaite ordure, mais c'est quand même très très bien. Oui. C'est pas travailler pour gagner de l'argent, c'est vulgaire. Mais c'est vulgaire parce que, en fait, pourquoi c'est vulgaire? Parce que justement, celui qui ne travaille que pour gagner de l'argent pose comme valeur suprême l'argent et ne défend aucune autre valeur que celle de l'argent. Et donc ça veut dire que des valeurs comme le courage, l'honneur, je sais pas, on peut même dire la sagesse, enfin ce genre de valeurs-là, n'existent plus. C'est-à-dire que vous comprenez bien que pour gagner de l'argent, il ne faut pas forcément être courageux, il faut être rusé, il faut être malin. Et là, si vous comparez au deuxième type d'hommes, c'est-à-dire les contemplatifs, les artistes, les hommes plus rares qui préfèrent périr plutôt que de travailler contre leur gré et de ne pas accomplir quelque chose qu'ils auraient envie d'accomplir, cette deuxième catégorie d'hommes-là, eh bien justement, ces hommes-là, ils ont d'autres valeurs. Parce que qu'est-ce qu'il faut pour réussir à accomplir, même si c'est très difficile, des choses que personne ne parviendrait à accomplir sans se donner vraiment les moyens d'arriver à cette fin-là? Quelles sont les valeurs, quelles valeurs faut-il défendre pour arriver à faire ce que l'on a envie de faire un peu contre vents et marées? Qu'est-ce qu'il faut? Oui, quoi d'autre? De la détermination. Oui, c'est ça, de la persévérance. Il faut aussi de l'honneur. Vous savez, là, Nietzsche parle du fait que ces gens-là sont capables d'accepter le déshonneur. Mais c'est-à-dire si jamais ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, et ils acceptent le déshonneur. Mais pour être déshonoré, il faut avoir de l'honneur. Pensez-vous que le mec qui travaille que pour le pognon, il en a quelque chose à faire de l'honneur? Non, c'est un homme sans honneur. La dignité, mais il sait même pas ce que c'est la dignité. Non, mais les gens qui travaillent dans les grandes banques, Rothschild, et qui sont payés à faire des transactions de fusion-acquisition, vous croyez qu'ils sont des gens qui ont de l'honneur? Non. Ce sont des gens qui ont du courage? Non. Des gens qui ont de la dignité? Pas du tout. Ces gens-là ne connaissent rien ni à l'honneur, ni à la dignité, ni au courage. Toutes ces choses-là sont complètement étrangères. Pourquoi? Parce que la finalité est extérieure aux valeurs elles-mêmes. Et voilà, et Nietzsche, c'est quelqu'un qui, là, vous ne pouviez pas le savoir, mais qui défend, en fait, qui regrette que le christianisme, d'abord, et là, maintenant, on va dire ce qu'on pourrait appeler le capitalisme, la bourgeoisie, insuffle dans la société des valeurs qui n'en sont pas. Ils insufflent ils mettent en place des idoles. Alors pour les chrétiens, les idoles, c'était le Christ, la Vierge, tous ces machins-là. Et pour les bourgeois, les idoles, l'idole, c'est l'argent. Et donc, le fait de vénérer ces idoles, aux dépens d'autres valeurs, conduit à l'anéantissement des valeurs, conduit à ce que Nietzsche appelle le nihilisme. Pour lui, ce sont des nihilistes. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont aucune valeur, qui ne défendent rien, qui ne croient en rien. Ah donc, bizarrement, les chrétiens, pour Nietzsche, sont des gens qui ne croient en rien, parce que la seule chose en quoi ils croient, ce sont des arrière-mondes qui n'ont rien de réel, qui ne sont pas vivants. Comprenez bien. Donc là, en fait, il y a une discussion sur les valeurs. Sur les valeurs. C'est-à-dire que le fait de travailler pour accomplir quelque chose qui nous plaît et qui nous procure de la joie, ça prouve qu'on est une personne qui défend des valeurs qui sont supérieures à ceux qui ne travaillent que pour l'argent. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes valeurs, en quelque sorte. Et Nietzsche, qui était philosophe, prêchait pour sa paroisse, et estimait que lui, il avait de meilleures valeurs, bien sûr, que les autres. Mais c'est pas complètement idiot, ça, si vous voulez. Alors, évidemment, le fait de défendre des valeurs comme l'honneur, le courage, la persévérance, voilà, ça, c'est arbitraire. C'est un jugement de valeur en soi. Mais ça montre aussi que ceux qui ne donnent de valeur qu'à l'argent renoncent quasiment à tout jugement de valeur. Ils renoncent à toute valuation. C'est le monde des nihilistes, parce que c'est le monde dans lequel tout se vaut. Vous gagnez de l'argent en étant honorable et courageux, c'est bien. Vous gagnez de l'argent en étant un traître corrompu, c'est bien aussi.
Donc on voit bien que tout et son contraire devient possible, c'est le relativisme absolu. La pensée, elle, devient complètement impossible dans ce cadre-là. Alors il y a une deuxième chose, mais là ça va être beaucoup plus difficile pour vous de le voir. Quelle serait la caractéristique principale, pour parler avec des mots du sens commun, du sens courant, qui définirait la deuxième catégorie d'hommes plus rares? Comment est-ce qu'on pourrait les qualifier? Ceux qui travaillent pour accomplir quelque chose qu'ils ont envie de réaliser absolument. Oui, monsieur? Oui, peut-être, effectivement, mais c'est... Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui précède justement à cette raison? Oui. Oui, mais ils sont quand même pas complètement désintéressés. Oui, c'est vrai qu'ils sont désintéressés par autre chose que ce qui les intéresse, que ce qu'il est justement. Oui. Les intellectuels. Oui, mais c'est pas ce qui est la caractéristique fondamentale. Oui. Pour eux, l'argent, c'est quoi leur premier objectif? Oui, mais regardez, ça c'est vrai, mais leur caractère intellectuel n'est pas la première chose qui arrive. Il y a quelque chose qui les pousse derrière, et cette chose c'est. Oui, La passion. La passion, c'est ça. Ce sont les passionnés au sens littéral du terme. En fait, la passion, ça veut dire, ça vient du latin, ça veut dire pâtir, subir. Donc quand vous avez une passion, ça veut dire que vous ne décidez pas de la passion que vous avez, donc vous voyez bien que ce n'est pas votre intelligence qui décide en premier lieu. C'est votre désir qui s'oriente dans une direction, et cette direction-là, ce n'est pas vous qui la choisissez. Ensuite, vous pouvez utiliser votre intelligence pour soit vous détourner de ce désir, soit le réaliser. Voilà. Mais justement, Nietzsche, en fait, remarque, enfin, pour lui, ces gens-là plus rares sont des gens qui sont, d'une part, passionnés et qui, d'autre part, ne renoncent pas à leur passion. Parce que, pour Nietzsche, en fait, tous les hommes sont par définition passionnés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Cette idée-là, en fait, c'est pas une idée de Nietzsche. C'est une idée à la base de Spinoza qui est développée dans l'éthique. Et Spinoza, dans l'éthique, a fait cette remarque. Il remarque que le désir, c'est l'essence de l'homme. Alors pourquoi le désir, c'est l'essence de l'homme? Parce que vous comprenez bien que si nous ne désirons rien, nous nous laissons mourir. Voilà. Si vous ne désirez rien, vous tombez dans l'état le plus profond de dépression et vous ne désirez plus vivre non plus. Ouais. Donc le désir est à l'initiative de la vie elle-même. Sauf que pour Spinoza, ce désir est une entrave à la liberté. C'est la raison pour laquelle la raison doit dompter le désir, pour que l'homme puisse prendre des décisions en conscience et consentir à des choses sans être poussé par la déraison qu'implique sa passion, qu'est son désir. Schopenhauer reprend cette idée. Si vous avez bien suivi le cours d'épistémologie, pour Schopenhauer, le monde n'existe qu'à cause de la volonté, qu'à cause du vouloir vivre. Or, ce vouloir vivre est irrationnel. Et pour Schopenhauer, ce qui serait rationnel de faire, c'est de tirer un trait sur l'humanité pour qu'enfin toute cette déraison parvienne à son terme. Mais Nietzsche prend le contre-pied de ces deux auteurs. Pour Nietzsche, effectivement, le désir, c'est aussi l'essence de l'homme. Alors Nietzsche parle de Wille-Urmacht, de volonté de puissance, volonté vers la puissance. Et l'idée de Nietzsche, c'est que, ok, donc, de facto, nous sommes des êtres de passion. Maintenant, pourquoi voudrions-nous à tout prix renoncer à accomplir ces passions? Parce que renoncer à accomplir ces passions, c'est renoncer à la vie elle-même pour Nietzsche. Je ne sais pas si vous avez étudié le Gorgias avec M. Mougeot, c'est peut-être les STMG qui l'ont fait. Ben, c'est le débat entre Calliclès et Socrate, si vous voulez. Socrate, le tonneau des Danaïdes, et puis Calliclès qui lui dit, oui, mais finalement, remplir le tonneau, c'est ça la vie elle-même. La vie, c'est pas d'être dans un tonneau rempli, quoi. Ça, c'est la mort. Si vous voulez, quand vous êtes mort, vous mettez dans une boîte, la boîte est remplie, puis vous êtes mort, quoi. Voilà. Bon, ben alors, l'idée, c'est ça, c'est que le désir, c'est ça qui constitue la vie. Et donc, peut-être que certains désirs sont vraiment déraisonnables et qu'il faut y renoncer, mais peut-être que la passion, c'est ce qui fait que nous avançons, que nous créons des choses. Donc il n'y a pas de raison de la réfréner, il faut essayer de l'accomplir. Et Nietzsche disait de lui-même qu'il était un grec au XIXe siècle, et ça c'est une idée qui est très proche des Grecs. Les Grecs pensaient que les activités qui avaient de la valeur étaient les activités que l'on qualifiait dans le domaine de la praxis, et ces activités-là étaient de nature à faire progresser celui qui les exerçait, de telle sorte que l'objet de l'activité n'était pas complètement étranger à celui qui la pratiquait. Donc évidemment, ça limite un peu les activités. Vous aviez les activités sportives, militaires et la philosophie, quoi, à l'époque, en gros, chez les Grecs. Bon. Alors Nietzsche étant cela aux artistes, aux aventuriers, aux contemplatifs, aux voyageurs, etc., etc. Mais l'idée, c'est que voilà, ce qui a de la valeur, c'est faire en fait ce qui nous rend meilleurs, ce qui nous fait progresser, ce qui nous permet de nous dépasser. Et ça, d'après Nietzsche, c'est la voie du surhumain, la voie du surhomme. Le surhomme, c'est quoi? C'est celui qui devient toujours meilleur, celui qui se dépasse sans cesse. Vous savez que Nietzsche a écrit dans Ecce Homo,
enfin c'est une phrase très connue de Nietzsche, deviens ce que tu es. Mais qu'est-ce que ça veut dire, deviens ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Ce que tu es, c'est un être de passion qui, comme ça, a des désirs complètement irrationnels, mais en accomplissant ces désirs, on épouse cette passion et on fait des choses. On fait des choses. On n'est pas là, comme tous les autres, cette bande de nihilistes, juste à travailler pour gagner un peu d'argent, et puis à la fin de sa vie, on aura une maison, un mari, une femme, un chien, et puis voilà, notre existence aura été parfaitement anecdotique. C'est pas cela, d'après Nietzsche, l'horizon de l'humanité. L'humanité doit viser plus haut, plus haut. Et c'est ça toute l'entreprise de Ainsi parlait Zarathustra, un autre texte de Nietzsche, dans lequel il dit qu'il vient enseigner le surhumain, sortir l'humanité de cet état de léthargie. Oui, monsieur. Ça veut dire que quelqu'un qui ne travaille pas à sa passion, ça veut dire qu'il est pas forcément dans l'ennui. Ben, alors l'ennui, c'est autre chose, parce qu'en fait, l'idée, c'est que ceux qui ne travaillent pas, qui ne font rien de passionné, justement, ne supportent pas l'ennui. Parce que vous comprenez bien que quand vous travaillez pour accomplir votre passion, l'ennui, c'est le moment dans lequel vous ne faites rien et vous réfléchissez à ce que vous ferez, à comment faire au mieux. D'accord ? C'est ce moment de calme avant l'action. Alors que celui qui, justement, travaille de manière aveugle, en aimant absolument rien, mais quand il ne fait rien, ça devient insupportable, parce qu'il n'a rien à penser, il n'a rien à faire, il est vide. Donc il se retrouve renvoyé à lui-même, et ce qu'il est, c'est quoi ? C'est le vide, puisqu'il a renoncé à sa nature, qui était la volonté de puissance. Oui. Donc c'est ça qu'il y a dans le texte ici, hein, on va dire. Bon, mais je vous dicterai un corrigé de l'explication la prochaine fois. Malheureusement, ça sonne, donc je dois vous laisser. Mais j'ai voulu quand même le refaire avec vous, parce que le texte, il faut quand même le lire, faut prendre le temps de le lire et de le comprendre.